Merci pour cette remarquable présentation qui nous a éclairé sur les aspects juridiques en lien avec l'éthique. Donc je remercie à nouveau, je l'ai fait en introduction, mais je veux à nouveau remercier les organisateurs de cette journée qui me donnent le plaisir de vous rencontrer. Et de parler d'éthique, c'est vraiment remarquable. Quand on a entendu ce matinée, déjà on est beaucoup plus riche, c'est ce que vous disiez, en arrivant ce matin. Alors, juste un mot pour vous dire d'où je parle. Donc, je suis praticien hospitalier au CHU de Nantes depuis 26 ans. Et en charge au CHU de Nantes d'un groupe qui s'appelle la consultation d'éthique clinique. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça mérite d'être dit. Alors, j'ai fait un peu de provocation dans le titre, vous l'avez vu, s'interrogeant sur le fait que la réflexion éthique pouvait dans le soin être un luxe ou une nécessité. On va développer un petit peu. Alors le mot éthique, ça a déjà été dit, je vais le redire, est souvent galvaudé, ça devient un mot valise, que s'approprie des disciplines ou des champs d'activité aussi différents que la finance, le sport, le journalisme, etc., etc. Et donc on va prendre quelques minutes pour essayer, en tout cas je vous donnerai mon point de vue, de cerner ce que peut être ce mot et ce que on peut lui donner comme sens. Alors, quand on dit éthique, de quoi parlons-nous? Là, sur le mode interrogatif. Parlons-nous de morale? Parlons-nous de déontologie? Parlons-nous de droit? Parlons-nous de bonnes pratiques professionnelles? Probablement un peu de tout ça. Parlons-nous de recommandations institutionnelles ou de préconisations institutionnelles à la suite d'une visite HAS ou avant cette certification. Ce qui lie tous ces mots que j'ai mis sur la diapo, c'est la norme. Et c'est là où je voudrais qu'on fasse une distinction. En tout cas, je vous invite dans ma réflexion, vous avez le droit de ne pas partager mes arguments, mais en tout cas, c'est vers là que je veux vous emmener. On est là dans le domaine de la norme. En clair, dans la déontologie qui s'applique à toutes les professions, on a là défini de façon à peu près consensuelle les lignes, le périmètre d'activité. On est soit dedans, soit dehors. Il y a certains groupes, même constitués des instances disciplinaires, je pense au Conseil de l'ordre, qui vont mener des actions pour ceux qui sont en dehors des lignes. Bon, donc voilà, ce sont des aspects normatifs qui se cachent derrière tous ces mots. Alors que l'éthique dont je voudrais que nous parlions, elle est faite de questionnements, d'interrogations, de doutes, de dilemmes, ce qui fait nos pratiques soignantes quotidiennes, mais aussi de représentations, de valeurs qui nous sont propres, de temporalité, de singularité au pluriel, la singularité du patient, mais aussi la singularité du soignant, la singularité de l'individu. Et pour prendre une image un peu sommaire, pardonnez-moi, morale, déontologie, je leur donne des couleurs blanc ou noir, côté binaire. Alors que pour l'éthique, je serais volontiers à évoquer le gris. Le gris clair, le gris foncé, toutes ces nuances de gris, désormais célèbres, je suis convaincu qu'il y en a plus que 50. C'est ce domaine du gris dans lequel nous nous retrouvons tous les jours. C'est dans ce gris que nous pouvons nous promener, nous inquiéter. L'éthique, c'est l'inquiétude et l'action, parce que c'est ce qui a été très bien rappelé, c'est le « que dois-je faire » qui se pose à nous assez régulièrement. Alors, juste un mot sur l'évolution du soin. On parlait tout à l'heure de la façon dont le métier d'infirmier était conçu il y a quelques années, et donc aujourd'hui on pourrait en parler certainement très différemment. On va élargir cette remarque au monde soignant. Jadis, alors je dis jadis sans limite, sans repère dans le temps, il y avait une conception objective du soin. Le docteur savait
traitait le patient qui acceptait. J'ai hésité à mettre le mot subir, je ne l'ai pas mis. J'ai mis des points de suspension. On parlait jadis, le mot est plus ou moins abandonné, de compliance au traitement. Alors, si vous vous souvenez, pour les moins jeunes d'entre nous, le mot compliance, on l'utilisait lorsqu'on évoquait la capacité d'une artère à s'adapter au flux sanguin. Cette capacité de se modifier. Aujourd'hui, le mot est abandonné, on parle plus d'adhésion au traitement. Et on parlait, d'une façon un peu générale, de paternalisme médical. Et j'ai repris là un texte que j'utilise souvent, qui est celui de Louis Porte. Louis Porte, il était, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, président du Conseil de l'Ordre des médecins. Et regardez sur la phrase qui est en bleu, la façon dont Louis Porte décrivait la relation soignant-soignant. Tout patient, disait-il, est et doit être pour lui comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper, un enfant à consoler, non pas à abuser, un enfant à sauver. C'est-à-dire là un exemple flagrant de ce qu'on a pu appeler le paternalisme médical, c'est ce texte de Louis Porte. Et puis des bouleversements sont intervenus dans cette relation de soins, avec, ça a été très bien dit par notre ami juriste, l'émergence des droits du patient, l'Internet qui est arrivé, qui a bouleversé, peut-être pas le savoir, mais en tout cas les connaissances disponibles, les associations de patients, et puis la médiatisation des scandales sanitaires, le sang contaminé, plus anciens, mais plus récemment le Mediator, les prothèses, etc. Tout ça a conduit à un sentiment de défiance vis-à-vis de ce pouvoir médical tout-puissant. On a été un peu égratigné par toutes ces affaires, toutes ces remises en cause. Et on est passé d'une conception objective du soin à ce que j'appelle une conception subjective. C'est-à-dire que la place du patient a été améliorée. On a tendance, et c'est une bonne tendance, à l'associer aux décisions qui le concernent, à le consulter, à l'informer naturellement, mais à prendre en compte sa parole pour la construction du parcours de soins. Et puis, évidemment, il y a un corollaire à ce qui a été déjà dit. C'est-à-dire que si la loi de 2002 Kouchner impose, on en dira un mot, le consentement aux soins, le corollaire, c'est la capacité donnée à tout patient de refuser les soins qui lui sont proposés. Alors on va juste rester quelques minutes sur ces deux aspects, consentement libre et éclairé et le refus de traitement. J'ai évidemment mis des guillemets à libre et éclairé, parce que même si ce consentement est essentiel, capital dans la construction de la nouvelle relation de soins, il y a quand même ses limites. Alors là, j'ai rappelé les quelques points historiques qui ont construit cet aspect réglementaire. Et je vous rappelle juste le Code de la santé publique, mais vous le connaissez par cœur, l'article 1111.4. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement, on vient d'en parler, peut être retiré à tout moment. Alors j'ai mis un petit dessin en dessous, il y a un peu de malice évidemment, mais juste pour rappeler que si le consentement est éclairé, c'est quand même toujours le médecin qui tient la lampe. Et tous les soignants de bonne foi de cet amphi, et tous le sont, j'en suis convaincu, savent très bien qu'on ne peut pas donner, pour des tas de raisons, une information totalement objective. Et que, conscient ou pas, on évite de parler de certains éléments, on insiste sur d'autres pour amener là où on imagine qu'il doit être le patient. J'ai trouvé un article remarquable récemment, il est sorti en 2015, et qui nous montre la fragilité de cette notion du consentement libre et éclairé. C'est un bulletin de l'OMS, et les patients concernés sont évidemment tout à fait particuliers parce qu'ils participent à des protocoles de recherche. C'est-à-dire que la loi impose, et dans tous les pays c'est le cas, que pour ces patients participant à des protocoles de recherche, l'information soit la plus complète possible. Le niveau maximum
d'information est requis et le consentement est validé par des documents signés écrits. Donc on pourrait estimer que dans ce cadre-là particulier, l'information soit tout à fait correcte et que les patients soient très bien informés. Et quand on regarde les résultats des enquêtes qui ont été menées a posteriori, tout ce qui est en rouge indique des réponses négatives, notamment connaissez-vous votre liberté de quitter l'étude à tout moment? 25%. Un quart, par exemple, des patients, alors qu'ils avaient été dûment informés et qu'ils avaient signé un consentement, ignorent cette capacité qu'ils avaient de pouvoir quitter. Donc ça montre bien la fragilité de ce consentement libre et éclairé. Alors le refus de traitement. Il est intéressant cet aspect parce que il est souvent associé à un refus de soins. Je voudrais qu'on fasse une distinction très nette entre les deux. Un patient peut refuser un traitement et accepter bien volontiers les soins qui lui sont proposés. Et puis, quand on parle d'informations données à un patient, encore faut-il que ce patient soit capable, en état, de la recevoir, cette information. Du fait de sa vulnérabilité, du fait de sa capacité à comprendre, voilà tout un tas de pièges qui limitent cette capacité à donner son consentement. Et puis du côté des soignants, et vous l'avez tous probablement vécu, face à un patient qui refuse ce qu'on lui propose et qui pourrait pour autant le soigner, on a, moi particulièrement, un sentiment de malaise, d'échec, le sentiment de ne pas bien faire mon travail, de ne pas avoir donné les éléments suffisants pour que cette décision puisse être prise. Et puis on a un sentiment de rupture dans l'alliance thérapeutique qu'on a pu construire avec son patient. Presque un sentiment de trahison, comme s'il a compris tout le bien qu'on lui voulait. Mais là s'affrontent, et c'est ce qui fait le lit des questions éthiques, deux logiques de légitimité, avec d'un côté le droit revendiqué des patients à faire entendre leurs paroles, à être écoutés, et puis de l'autre côté, une autre logique de responsabilité, qui est ce devoir que s'impose le soignant de prodiguer des soins. Alors j'ai pris une situation qui nous est arrivée récemment à l'Institut. Cette femme de 49 ans qui est suivie pour une psychose obsessionnelle depuis plusieurs années dans un service de psychiatrie et qui, malgré la coxarthrose très invalidante, qui réduit notablement son périmètre de marche et qui impose une prise en charge, qui imposerait une prise en charge, et bien malgré ça, elle refuse la prothèse totale de hanche que lui propose le médecin. En dépit de sa capacité à comprendre à la fois l'évolution très probable de sa situation, à défaut de comprendre toutes les informations fournies par le chirurgien, cette dame refuse, et de façon très claire, la prothèse de hanche que lui propose son médecin. Et donc la question est là, question pour un espace éthique, que faire face au refus de traitement de cette patiente qui a été informée et qui refuse. Voilà. Alors, la réflexion éthique dans la relation de soins, quels outils peut-on mobiliser pour essayer d'avancer dans ce gris dont je parlais tout à l'heure? Alors, ça a été dit à plusieurs reprises, je vais le redire parce que c'est important. L'interdisciplinarité, on s'enrichit du regard éthique. La question que je pose, quelles disciplines sont concernées? Qui va-t-on mettre autour de la table? Quels sont les métiers légitimes pour s'y trouver? Est-ce qu'on fait des choix? Est-ce qu'on limite le nombre de soignants par rapport aux non-soignants, etc. Ça mérite d'être interrogé. La collégialité, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est bien d'être nombreux, mais combien? Est-ce qu'il y a un seuil à ne pas dépasser pour continuer à pouvoir se parler? Est-ce qu'il y a un minimum requis? Si on est 3, est-ce que c'est bien? La discussion argumentée, ça c'est une chose que je privilégie dans le groupe que j'anime au CHU. C'est bien de parler, mais il faut que, a fortiori, si on met autour de la table des gens issus de mondes différents, il faut qu'on puisse partager le même vocabulaire, le même langage. Ça impose une méthode de réflexion, à défaut des balises de réflexion. Et j'en dirai un mot juste après. Est-ce que le consensus doit être obligatoire? Surtout pas. Surtout pas. Le jour où tout le monde autour de la table est d'accord, on est mort. Enfin, moi, c'est mon point de vue. J'ai le droit de pas le partager. Le jour où on est tous d'accord, on est mort. Donc le consensus est facultatif.
Et ce que j'appelle le PPDMC, c'est le plus petit dénominateur moral commun. Ce socle sur lequel on peut quand même tous se retrouver. Ce socle moral, ces valeurs qu'on a en commun. Pour le reste, on peut être en désaccord. La temporalité, ici et maintenant. C'est-à-dire que la réflexion qu'on va mener sur telle situation, je pense à cette dame qui refuse sa PTH, eh bien, c'est parce qu'on en discute aujourd'hui qu'on va produire cette réflexion, mais si on en discutait dans 6 mois, et qu'autour de la table, ce n'est pas les mêmes individus, probablement on produirait une réflexion différente. L'inquiétude, j'en ai parlé, on est dans le gris, on est dans l'inquiétude, donc je me méfie beaucoup des procédures, des cases à cocher. Ça ne me semble pas une bonne façon de travailler quand on est dans ce domaine de l'éthique. L'indépendance vis-à-vis de l'institution, c'est un sujet un peu chaud, ça. Surtout quand il y a des directeurs dans la salle. Mais c'est important tout de même. Vous êtes dans une configuration où ça a déjà été dit. Delphine l'a dit tout à l'heure. Toute parole est légitime. Et ceux qui s'assoient autour de la table doivent prendre ce postulat comme point de départ. Je suis probablement dans un niveau hiérarchique plus important, mais à cette table, ce n'est pas la hiérarchie que je représente qui a du sens. C'est mon expérience, moi en tant qu'individu, mon vécu, mes valeurs, etc. Donc ça, c'est très important. Je dis ça parce que, allez, on va faire une petite parenthèse. J'étais hier au CHU, dans un staff, dans un service de SPID, peu importe. Autour de la table, il y avait le PUPH, vous savez, dans un service, c'est le grand patron. C'est Dieu, enfin presque. Et puis autour de la table, il y avait la cadre, le PH, l'infirmière, l'aide-soignante. L'aide-soignante, elle connaissait très bien le patient. Elle le croisait tous les jours. Sauf que quand le PU a parlé, l'aide-soignante qui avait des choses à dire, n'a pas parlé. Et j'étais très déçu qu'elle ne s'exprime pas, mais on était dans une espèce de hiérarchie de fait qui éteint la parole. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dommage. Donc, le tiers médiateur, ça, je trouve que c'est très important. Qu'on puisse introduire dans une relation de soins complexe, sur le plan éthique, c'est très important qu'on puisse bénéficier d'un regard extérieur, bienveillant, neutre, avec toutes les contraintes de confidentialité que vous avez évoquées tout à l'heure. Et la formation, laquelle, j'en dis un mot juste après. Les balises dont j'ai parlé pour la réflexion éthique sont celles qu'on appelle souvent, du nom des auteurs de ces principes, le principe de Beauchamp et Childress. Les principes que vous connaissez, pour la plupart, ils sont évidents à comprendre. Juste un point, ça ne doit pas devenir une autre norme qu'on vient installer dans la réflexion éthique. Ce sont juste, et j'insiste là-dessus, des balises de réflexion, des points de repère pour nous aider sur ce chemin de la réflexion. Et surtout pas une nouvelle norme qui va venir être contre-productive. Des remarques. Un problème éthique n'admet pas, comme en mathématiques, une solution, mais simplement des positions, avec la notion de temporalité dont je parlais tout à l'heure. Cette position, elle est celle-là parce qu'on est ici et maintenant. Probablement que dans 6 mois, ça ne serait pas la même position. Et puis, résoudre un conflit moral, on ne le dissout pas. Il reste toujours ce petit résidu moral, ce sentiment, que peut-être qu'on n'a pas pris dans ce gris la bonne direction. Et puis je finis sur l'espace de réflexion éthique dont je suis directeur depuis janvier 2015. C'est une obligation réglementaire. On parlait des textes de loi tout à l'heure. Eh bien, la loi de bioéthique avait contraint toutes les régions à se doter de cette structure. Nous, on n'a pas été les derniers, on n'a pas été les premiers non plus. Voilà. On a installé ça, c'est piloté par les 2 CHU, les 2 universités. C'est probablement l'existence de 2 CHU dans notre région qui a été un petit frein, parce que c'est plus compliqué que lorsqu'il y a un seul CHU. Mais voilà, il existe. À ces membres fondateurs, CHU et universités, et on a ajouté des grandes fédérations, on a ajouté des associations, et puis l'administration territoriale de l'INSERM. Les missions, elles sont résumées sur cette diapo. En 1, c'est la formation. Je reviens juste après.
En 2, ce sont les organisations de débats pluridisciplinaires tournées vers la cité. C'est-à-dire que ce n'est pas un entre-soi. Ça n'a strictement aucun intérêt et aucun sens si on reste entre professionnels. L'idée, c'est d'ouvrir ça vers la cité, et c'est ce qu'on a fait à plusieurs reprises sur des sujets variés, et surtout qu'il y a une demande, évidemment, chez les professionnels de réflexion éthique, mais aussi chez les citoyens, qui, notamment face à des lois comme la loi Claes-Leonetti, se posent des questions. Ils doivent là trouver des espaces de parole. Et puis, un espace de documentation, ça aussi, c'est plus une mission de l'espace. La gouvernance. Très vite, il y a un directeur, un bureau, des membres du conseil d'orientation qui sont définis par décret. C'est-à-dire que le décret nous imposait tel métier. Par exemple, il nous fallait un membre du comité de protection des personnes. Il nous fallait un économiste de la santé. Ça court par les rues, hein, les économistes de la santé. On va les trouver dans les universités. Ça, c'était le point de fragilité, me semble-t-il. Fort heureusement, on a pu inviter à rejoindre ce conseil d'orientation des directeurs d'EHPAD, des infirmiers, des médecins. Bon. On a un site internet depuis 3 semaines, www.erepl.fr, et puis les modules de formation. Alors, on s'est rapproché de gens dont c'est le métier, en l'occurrence l'Université de Nantes. Je vais aller avoir le numéro d'un organisme de formation pour permettre aux professionnels de bénéficier de la prise en charge de la formation continue. 3 modules. Le premier s'appelle, ce sont des modules d'une journée. Hein, donc ça n'a pas vocation à délivrer un diplôme comme les DU ou les masters, naturellement, c'est beaucoup plus modeste. Mais en revanche, ça se veut territorial, c'est-à-dire que ce sont des formations en intra ou en inter-établissement, de sorte que ce n'est pas les professionnels qui viennent vers les centres de formation, c'est l'espace qui va vers les professionnels. Donc 3 modules d'une journée chacun. Le premier s'intitule « Initiation à la démarche éthique ». Il est animé par un soignant et un non-soignant, en l'occurrence un médecin, un philosophe. L'idée, c'est d'ouvrir des portes. C'est très modeste dans l'ambition, mais en tout cas, de faire partager des réflexions éthiques. Le deuxième s'intitule « Création d'une structure éthique au sein d'un établissement ». Ça concerne aussi bien le secteur sanitaire que le secteur social que le médico-social. Et donc là, il y a beaucoup d'EHPAD qui sont notamment intéressés. Et puis enfin, le module 3, c'est l'approfondissement d'une thématique éthique. On est en train de construire un module 3 qui s'appelle « Pudeur et intimité au sein d'un établissement ». On construit avec le secteur médico-social, mais pas seulement. Et puis, les initiatives qu'on a mises en place récemment, bon, vous voyez, des réunions grand public autour de la recherche, notamment, ou du vieillir, une éthique du temps. La loi Leonetti nous a occupé de nombreuses reprises. Et puis, la prochaine journée, vous avez la gentillesse d'en parler tout à l'heure, j'en fais un peu de pub, le 13 juin 2016 à Nantes, notre première journée autour du risque. Le programme, il est articulé autour de regards pluridisciplinaires. C'est vraiment ça qui nous intéressait, c'est de croiser le regard d'une sociologue ou d'un philosophe autour de la notion du risque. Et puis, le management, ça a été évoqué aussi ce matin, hein, dans le travail des directeurs. Voilà, je ne vais pas déborder trop. Je finis par cette pseudo-conclusion. La relation de soins a évolué, j'ai essayé de vous le montrer. Le questionnement éthique face à cette évolution du soin, à cette complexité de la médecine, sont de plus en plus fréquents. Il y a des demandes des citoyens, on en a parlé, mais il y a aussi beaucoup de demandes des professionnels. Le droit a ses limites, et finalement, je dirais, c'est une bonne nouvelle que la loi ne réponde pas à toutes les situations. Donc, à mon avis, la réflexion éthique n'est pas un luxe. Voilà. Je vous remercie de votre attention.